Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Je tenais à saluer l'accord de cessez-le-feu agréé ce jour entre Israël et le Liban. Il constitue l'aboutissement d'efforts entrepris depuis de longs mois auprès des autorités israéliennes et libanaises, en étroite coordination avec les États-Unis d'Amérique et sous l'impulsion du président Joe Biden. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, dans l'intérêt du Liban, qui est un pays cher à la France, dans l'intérêt d'Israël, c'est qu'un cessez-le-feu puisse intervenir immédiatement. Dans l'immédiat, c'est une aide massive qu'il faut apporter à la population libanaise, qu'il s'agisse des centaines de milliers de personnes déplacées par la guerre ou des communautés qui les accueillent. Nous avons rassemblé collectivement 800 millions de dollars d'aide humanitaire et 200 millions de dollars pour les forces de sécurité, soit presque 1 milliard, soit même plus d'1 milliard, me dit-on, avec les dernières contributions. Un cessez-le-feu est entré en vigueur au Liban après 2 mois de guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah, accord annoncé par Joe Biden et Emmanuel Macron. Certains y voient une victoire diplomatique pour les présidents américains et français, et certains se prennent à rêver un retour de la paix dans la région. Alors parlons vrai, peut-il après le Liban y avoir un cessez-le-feu à Gaza? Est-ce qu'on peut dès à présent parler de désescalade au Proche-Orient? Et à cette question, cessez-le-feu au Liban, les USA et la France ont-ils joué un rôle clé? Vous dites non à 82%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Avec nous François Costantini, ancien enseignant associé à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, auteur du livre Le Liban, Histoire et destin d'une exception, publié chez Perspective Livre. On fait un tour de table rapide. Philippe Bilger. Jusqu'au cessez-le-feu, Israël a continué à, bombarder. Et si j'ai quelques éléments qui vont vous donner l'impression que je suis terriblement compétent dans ce domaine, c'est que j'ai entendu ce matin une intervention très limpide de Gilles Kepel, et vous connaissez sans doute ce qu'il a dit, mais que j'ignorais. Il a dit en gros que, évidemment, le Hezbollah a accepté le cessez-le-feu parce que l'Iran le lui a ordonné, et que l'Iran commence à être dans une situation très difficile dans la mesure où les 3 piliers sur lesquels l'Iran se repose commencent à s'effriter, en particulier la haine d'Israël et puis le caractère, irréprochable du guide. Et deuxième élément, au Hamas, à Gaza, il pense également qu'il peut y avoir une solution par contagion, et notamment le retour de ce Palestinien qui est emprisonné depuis très longtemps, qui serait peut-être une solution. Oui, Marwan Barghouti, qui est considéré comme véritablement le héros de la rue palestinienne, qui a été emprisonné parce qu'il a été reconnu coupable de sa participation dans des assassinats. Mais Marwan Barghouti, des attentats. Mais Marwan Barghouti, c'est véritablement la figure, presque mythifiée, idéalisée, si vous voulez, du combattant palestinien, c'est-à-dire la force d'Arafat, mais avec, plus d'intégrité. On verra bien. En tout cas, moi, je pense que nos auditeurs sont très sévères. Moi, je pense que véritablement, la France et les États-Unis ont eu un rôle majeur, et que la réalité, c'est que s'il n'y a pas de mandat d'arrêt définitivement applicable à Benyamin Netanyahou, c'est parce que c'est un deal, et parce que là-dessus, la France a fait sa part pour obtenir le cessez-le-feu. Et je suis d'accord, bien sûr, avec l'analyse de Gilles Kepel. L'Iran ne va pas si bien. Farid Temsamani. Moi, je nuancerais sur l'Iran. D'abord, le Hezbollah est complètement décapité. Une bonne partie de son état-major, en fait, a été tué. Donc, du coup, en réalité, il ne pèse beaucoup moins que sur la partie libanaise, même si l'état profond du Hezbollah est toujours présent. Et sur l'Iran, bien sûr que l'Iran lui a ordonné de se cesser le feu, mais pour, à mon avis, d'autres raisons. C'est qu'en fait, l'Iran a qu'un seul objectif, c'est c'est son nucléaire. Et en l'occurrence, les négociations secrètes entre l'Iran et les États-Unis ne se sont pas arrêtées. Netanyahou le sait pertinemment. Et la deuxième chose, c'est le contexte international. La CPI ayant ordonné, entre guillemets, des mandats d'arrêt sur le président israélien, ça a un impact dans la société israélienne. Et je rappelle que, comme par hasard, dorénavant, on revient sur les derniers otages. Il ne faut pas oublier les otages israéliens à Gaza notamment. François Costantini, je rappelle que vous êtes ancien enseignant associé à l'université Saint-Joseph de Beyrouth et auteur du livre Le Liban, Histoire et destin d'une exception. On dit que sans l'Iran, le Hezbollah n'existe pas. Est-ce que là, le Hezbollah a cédé sur ordre de l'Iran, ou parce que de toute façon, l'Iran et le Hezbollah ont été, on va dire, mis à bas?
Tout d'abord, l'Iran donne des ordres au Hezbollah. Je vous rappelle que le Hezbollah s'est placé directement sous l'autorité exclusive d'Ali Khamenei, chef suprême de la révolution islamique. C'est tout en Iran. Et puis il est créé par l'Iran, il faut quand même le rappeler. Oui. Bien sûr. Je rajouterais également que ce n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui, j'aime pas ce mot-là, un proxy, mais c'est une émiration iranienne, puisqu'il a été créé en 1984 par 40 000 pasdaran iraniens qui sont arrivés au Liban et qui ont créé le Hezbollah. Donc il n'obéit en effet qu'à l'Iran. Pourquoi ce cessez-le-feu? Tu as raison, parce que le Hezbollah est dos au mur. Il a pris des coups, en effet, extrêmement marqués pour lui. Je rappelle quand même la perte de son leader, Hassan Nasrallah, qui n'est pas rien. Les 3000 cadres du Hezbollah mis hors d'atteinte, hors d'état de nuire par l'explosion des Vipers. Et que le Hezbollah donc a été obligé véritablement d'accepter un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu, de toute façon, sera précaire. Je rappelle que même en 2006, la résolution 1701 du Conseil des Nations Unies, qui était une résolution exigeante, contraignante, n'a jamais été respectée, notamment par le Hezbollah. Alors là, je pense qu'encore une fois, on va assister à mon sens, à une faiblesse de l'armée libanaise qui ne va pas se déployer, qui ne va pas contrer la présence du Hezbollah, et on repartira dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, pour une autre escalade. Voilà. Tant que le Hezbollah recevra les ordres, notamment, de s'actionner contre Israël. Voilà. Est-ce que vous avez entendu parler d'une personnalité israélienne qui, paraît-il, a eu un rôle décisif dans ce cessez-le-feu, parce qu'il a mis en œuvre une manière très pragmatique de réconcilier pendant quelque temps en créant un service dont les profits allaient du côté du Hezbollah. Je n'ai plus son nom en tête, mais on en parle beaucoup. C'est lui qui a été un intermédiaire avec un style de négociation tout à fait original. Vous en avez entendu parler ou pas? C'est le quiz de Philippe Bilger. Je n'ai pas une idée particulière de cette personne. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y a dans les services de renseignement israéliens un certain nombre de personnes d'origine iranienne. Je rappelle qu'il y a beaucoup de juifs d'origine iranienne en Israël. L'ancien président Moshe Katsav était lui-même un juif d'ascendance iranienne, et que le renseignement humain est très fort. Pardon, vous savez que récemment à Téhéran, un service anti-israélien a été créé. Il s'est avéré qu'il avait été d'entrée noyauté par le Mossad, parce que vis-à-vis de l'Iran, le Mossad a des capacités énormes en termes de renseignement humain. Donc je n'ai pas le nom de personne, mais je sais qu'en effet, c'est sur ce genre de moyens que les services israéliens, le Mossad notamment, travaillent. Très court sur l'idée de la façon de procéder des Israéliens, c'est un grand classique, et par ailleurs on pense que tout explose, etc. Mais en réalité, et vous le direz, Jean Constantini, François Constantini, les ponts ne sont jamais coupés dans les négociations sans type de négociation. Est-ce qu'on pourrait y envisager? Moi, ce que je crois, c'est que malgré tous les récriments habituels, Israël n'a jamais eu l'intention, jamais, de prendre le moindre territoire au Liban, malgré toutes les protestations internationales. Le seul but était de décapiter le Hezbollah. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça la vraie idée? Réponse très courte, parce que Farid Tebsabeli veut aussi vous poser une question. Oui, alors en plus je réponds parce que vous savez qu'Israël, quand Israël a conquis des territoires en 67, notamment en Cisjordanie, à Gaza, dans le Sinaï et dans le Golan, il a planté des colons. De 1978 à 2000, il n'a jamais implanté un colon au Liban Sud. Ça veut dire qu'il n'y avait jamais de concept. Il y a ce qu'on appelle en fait une zone de sécurité jusqu'au fleuve Litanie, où Israël entend qu'il n'y ait que l'armée libanaise et la FINIM, dans lesquelles Israël n'a confiance, encore moins dans l'un que dans l'autre, et inversement. Donc, ce que veut Israël, en fait, c'est pas seulement décapiter le Hezbollah, c'est dé-hezbollahiser la zone de sécurité, je suis d'accord. Le Liban, en effet, échappe à la mainmise stratégique totale du Hezbollah, qui aujourd'hui est devenu, à plus forte raison depuis une vingtaine d'années, le retrait syrien, le véritable patron stratégique du Liban. C'est lui qui donne des ordres, en fait, qui tient tous les services de sécurité, parce qu'il y a la face apparente et la face cachée du Hezbollah
Aujourd'hui, personne ne peut parler, écrire ou prendre une position sans que l'Hezbollah soit au courant et réagisse, notamment par des assassinats de journalistes. Faut-il le rappeler. Merci beaucoup François Costantini, ancien enseignant associé à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, auteur du livre Le Liban, histoire et destin d'une exception, publié chez Perspective Libre. Merci Philippe Bilger. Il était Merci excellent, François Constantini. On sent qu'il connaît son sujet de façon magnifique. Il faudra le réinviter. C'est pas comme vous. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Évidemment, je considère que c'est une litote et que voir une prétérition et que évidemment vous pensez le contraire. Là, vous dites des choses que je ne comprends pas. Bien sûr, je sais. C'est pour ça que je voulais juste vous ramener à votre niveau, en fait. Merci à vous. Tout de suite, les incontournables de la crypto-monnaie. Et ensuite, une spéciale Made in France dans les vraies voies responsables. Restez bien avec nous sur Sud Radio. C'était très bien.